Donc, la radio de la communauté et quand déjà libellé, le titre de la chanson, c'est Moutampa. Hein? Voilà, je crois que désormais, les auditeurs peuvent m'assurer que c'est ça le voilà. Voilà. Je vais arrêter Jacques Libellé, la radio de la communauté, c'est comme samedi. Voilà. Bienvenue au journal de la communauté de ce samedi. Il est exactement 13h28 à Chicago. Alors, salut Jarel. Salut ton cher confrère Jean Lévis. Voilà, vous avez en face de vous Jarel Sika, non, Jacques Jarel Sika, qui est journaliste et directeur de publication des Échos de Brazzaville, donc un journal en ligne que vous pourrez retrouver sur Facebook, non, sur Google, voilà, en faisant la recherche. Alors, bienvenue à ce journal. Jacques Jarel, vous avez depuis quelque temps commencé donc, à faire des publications sur l'économie, sur la politique du Congo, de l'Afrique centrale, d'un peu partout, voilà, et on vous reconnaît cela. Vous venez aujourd'hui donc faire le tour de quelques aspects de l'actualité que vous avez analysé ce week-end, bien sûr cette semaine. Nous ouvrirons donc le bal de cette actualité avec l'enlèvement et l'agression sauvage de M. Djuna Djanana. Vous en parlez dans votre journal. Alors, mais avant cela, je voudrais saluer d'abord toutes les maires du Congo-Brazzaville, des USA, de l'Europe, de la France, d'un peu partout. Bonne fête à vous, chère maman, et particulièrement à Vicky, qui est ma mère. Alors, une fois de plus, merci à tous ceux qui sont connectés à ce journal de la communauté. L'information, nous l'avons eue à travers Facebook, M. Djuna Djanana, musicien de renom de la République démocratique du Congo, et dont le fils est Maître Gims, voilà, qui est un grand musicien là-bas en France. Alors, M. Djuna Djanana a été enlevé et sauvagement battu par des inconnus. Alors, vous parlez de ce cas, donc de cette information. Pouvez-vous, chers collègues, revenir sur les conditions de cet enlèvement et les conséquences encourues par ceux-là? Merci Jean Lévis, mais c'est avec beaucoup de regret que nous avons appris la nouvelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chanteur Djuna Djanana, qui a fait ses preuves dans Viva la musique de Papa Mbappé à son âme, Langa Langa Stars et Shock Stars de la RDC, et donc la République démocratique du Congo, est tout simplement victime du succès de ces deux enfants qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps de la musique française en ce moment. Vous l'avez dit, Maître Gims et Dadjo, la police de Nanterre a été saisie du dossier et l'enquête est en cours. Il a été tout simplement et sérieusement agressé. Il a l'œil droit empoché, il a les blessures un peu partout. Et bien voilà, les agresseurs ne sont pas identifiés puisqu'ils étaient tous cagoulés. Ils ont donc pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, donc, l'enquête est en cours. Et Djuna Djanana continue à prendre des soins. Son fils, Maître Gims, qui était au Maroc, est obligé donc de mettre une croix à ses activités culturelles pour remonter rapidement sur Paris. Et donc, une plainte a été portée contre X. Et finalement, on attend que la police fasse son travail d'ici là pour débusquer ces personnes de mauvaise foi. Mais Jean Lévis, la leçon que nous pouvons tirer de cette situation ignoble et ignominieuse, c'est qu'il n'est pas toujours bon aujourd'hui d'exhiber nos richesses sur les réseaux sociaux. Vous savez, depuis que les enfants Djuna Djanana excellent aujourd'hui dans le domaine de la musique. Ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, il faut le reconnaître, il faut le dire, gloire à Dieu. Et ils ont donc mis les parents à l'abri du besoin et de la peur. Et finalement, les enfants achetaient une maison, un pavillon à leur papa, à Villeneuve-la-Garenne, donc c'est en région parisienne. Et ce que nous constatons, c'est que le papa, parfois dans la folie,
les anniversaires qui sont organisés sont publiés sur les réseaux sociaux, la maison est exhibée et tout ce que les enfants donnent comme cadeaux sont exhibés et finalement, ça tire un peu la convoitise même. La convoitise des personnes de mauvaise foi, des malfrats. Et finalement, je pense que on ne peut pas se tromper sans fausse modestie. Je pense que c'est cela le fond du problème. Donc, il est victime donc, du succès de ses enfants. Pour les malfaiteurs, ils pensent que l'argent de Maître Gims, voilà, c'est le papa qui le cache, ou bien le Dadjou, c'est le papa qui le cache. Et bien voilà, donc ce qui s'est passé, c'est regrettable, c'est condamnable, il faut le dire, parce qu'ils gagnent à la sueur de leur front, il faut le reconnaître. Ils ne pillent pas les caisses de l'État, comme certains, mais on le sait très bien que ces enfants aujourd'hui travaillent dur, travaillent très fort pour gagner ce qu'ils gagnent, et quitte à donc satisfaire leur papa et leur maman, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller agresser un homme comme ça, qui n'a pas mis la main dans les caisses de l'État pour s'acheter une maison, pour s'acheter des voitures. Donc voilà, la situation est dans les mains donc de la police. Et puis on attend donc. Voilà, merci donc Jarel. Je rappelle que Jarel Sika est directeur de publication des Échos de Brazzaville. Nous parlons de la situation de Djouna Djanana, ancien sociétaire de Langa Langa Stars et qui s'est vu sauvagement battu dans le quartier de, comme vous appelez, dans les Hauts-de-Seine, là-bas en France. Alors, est-ce que personnellement, vous avez essayé de vous rapprocher vous-même de la famille pour discuter avec eux? Oui, on s'est rapproché justement de la famille. Je suis parti au chevet de Djouna Djanana. Nous avons discuté. Il a expliqué un peu le contexte dans lequel il a été agressé. Selon lui, il remercie Dieu parce qu'il a encore ses deux pieds, ses deux mains. Il n'est pas mort, il est vivant. Et quitte à donc prendre des précautions prochainement pour éviter de tomber dans d'autres guet-apens. Mais l'essentiel, c'est qu'il est vivant et il prend ses soins. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Nous sommes en France, force est la loi. Et puis finalement, l'enquête est en cours. Et bien voilà, la photo, elle est là. Et voilà, l'œil empoché. Voilà, vous avez donc la photo de notre ami Djouna. Alors, vous m'entendez? Voilà. Oui. Voilà, donc, qui a été sauvagement battu par des personnes de mauvaise foi. Voilà, donc, vous avez, Jean-Jacques, effectivement relevé qu'il y a eu une imprudence de cette famille qui a commencé à exhiber tout exhiber sur les réseaux sociaux. Quand il y a une fête d'anniversaire d'un enfant, on exhibe tout. La maison, on exhibe. Les voitures, on exhibe. Tout ce qu'on mange, on exhibe. Les habits, on exhibe. Et voilà, tu attires des personnes de mauvaise foi. Et puis voilà, on reçoit des visites de ce genre. Et je pense que l'homme est un apprenti, la douleur au sommaire. Djouna Djanana va certainement tirer les leçons de cette agression. Alors, pour terminer sur ce point, Jarel, vous pensez que ça vient des ressortissants de la RDC? Où vont les soupçons? Bon, l'enquête en cours, je ne peux pas me prononcer puisque les personnes, les agresseurs ne sont pas identifiés, ils étaient cagoulés. Si ce sont ses propres compatriotes de la RDC, finalement, la vérité finira par triompher. Et pour le moment, je me réserve de dire que ce sont les compatriotes de la RDC ou bien d'autres nationalités. Voilà, Jean-Jacques. Donc, Jacques Jarel Sika, vous faites également une vitrine sur l'affaire du CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, qui a repris du service, et vous nous rapportez une information qui fait plaisir aux commerçants. Il s'agit précisément du rabais, donc d'un abattement sur le coût du transport, abattement oscillant, vous le dites, entre 5 et 10%. Oui, Jean Lévis, le CFCO qui exploite un réseau de chemins de fer de 885 km, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire, de Pointe-Noire à Mbinda, cherche à simplifier sa grille et propose une offre moins chère aux entreprises qui transportent leurs marchandises par voie ferrée. Les rabattements, vous venez de le dire, aussi donc entre 5 et 10% selon le DG du CFCO, Jean-Claude Tchibassa Lumbungu, qui a tenu un point de presse mercredi dernier à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Eh bien, le but visé, c'est tout simplement pour renflouer les caisses de l'entreprise qui traversent des moments difficiles depuis le déclenchement de la crise du pool. C'était un secret de Polichinelle. La voie ferrée a été totalement détruite et finalement,
les CFCO a passé pratiquement un an vraiment en difficulté. Et même pour payer les salaires, c'était donc difficile. Et il faut également le souligner, Jean Lévis, qu'il est question également de faire face à la concurrence des transporteurs qui exploitent la voie carrossable Pointe-Noire-Brazzaville avec l'inauguration, l'exploitation de la fameuse autoroute Pointe-Noire-Brazzaville. Et nombreux donc font acheminer leurs marchandises par voie carrossable. Donc, pour les entreprises qui ont pion sur rue à Dolisie, ça ne sert plus de frapper à la porte du CFCO. Ils préfèrent passer par la route. Ceux de Pointe-Noire qui vont vers Brazzaville font autant. Ceux de Brazzaville qui vont vers Pointe-Noire font autant. Alors, donc, le CFCO est obligé de revoir sa copie et certainement pour proposer des tarifs un peu alléchants pour attirer justement ces entreprises qui transportent les marchandises sur la voie ferrée. Alors Jarel, est-ce que le CFCO a prévu quelques mesures similaires pour les passagers, le coût du transport des passagers? Malheureusement, ça a été critiqué par les commandes mortels avec la crise qui phagocyte le Congo depuis plusieurs années. Les Congolais souhaitaient également qu'il y ait une baisse des tarifs pour ceux qui utilisent le train pour se déplacer, pour se mouvoir sur l'étendue du territoire national. Malheureusement, les grands perdants, ce sont les citoyens congolais, donc les passagers qui exploitent le chemin de fer pour se déplacer. La priorité ici, elle est faite aux entreprises qui transportent leurs marchandises par voie ferrée et donc aux passagers d'attendre. Voilà, merci. Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, invité et clair à ce journal, le magazine, monsieur Jacques Jarel Sika, qui est directeur, je rappelle, de publication des Échos de Brazzaville. Vous pourrez avoir ce journal en ligne en googlant justement les Échos de Brazzaville. Alors, Jarel, vous parlez également du tourisme ici. Vous évoquez le projet Djoka P. Wesso. Ça me fait plaisir. Vous savez que j'ai été à Wesso il y a quelques années. Voilà. De quoi s'agit-il exactement, le Djoka P. Wesso? Mais le projet Djoka P. Wesso, autrement dit, allons à Wesso, c'est un projet qu'il faut saluer. Ce projet pourrait être une grande fenêtre ouverte sur le département de la Sangha au nord du Congo pour donner sens à cette destination touristique de grande valeur encore peu connue. Ça, il faut le souligner. La Sangha est l'un des grands domaines de conservation de la faune et de la flore du bassin du Congo, avec plus de 2 millions d'hectares d'aires protégées répartis dans 3 parcs nationaux. Et ces parcs nationaux sont équipés de camps de logements, de visiteurs, des restaurants, beaucoup de sites touristiques. Et à côté, nous avons donc les parcs Odzala, Kokwa, Nwabale, Ndoki et Pikunda Toku, et qui ne sont pas pratiquement connus par les Congolais, sauf par les expatriés, donc les non-résidents. Je parlerai donc des Français, les Allemands, des Anglais, des Américains qui viennent visiter de temps en temps ces sites touristiques, mais malheureusement, les Congolais sont absents, alors qu'il faut aujourd'hui donner la priorité également au tourisme. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois. On ne doit pas seulement miser sur le pétrole, parce que, vous le savez bien, aujourd'hui, si le pays traverse une crise financière sans précédent, c'est parce que le pays a tout simplement misé, a tout mis l'accent sur le pétrole. Et quand il y a des problèmes, et voilà, le pays subit. Et aujourd'hui, les jarres du trésor de l'État congolais sont pratiquement vides, sinon percés. Et le pays a des difficultés à payer les fonctionnaires, les étudiants et pourquoi pas les retraités. Donc, aujourd'hui, c'est un projet que je salue d'ailleurs, les initiateurs, et qui va permettre justement, non seulement à cette partie du pays, mais au pays tout entier, justement, de promouvoir le tourisme. Et je pense que les autres départements doivent prendre le relais pour donner un peu plus à notre économie, booster l'économie nationale. Et ça, il faut le souligner. Jean Lévis. Alors, Jarel, nous terminons par une information politique qui concerne monsieur Elvis Okombi Tsalisa. Voilà le père fondateur de Pona Ekolo. On l'a appris dans la semaine, il a été évincé de son propre parti. Alors, vous titrez Elvis Okombi Tsalisa, persona non grata, vendredi à Oyo.
Et justement, Okombi Salissa est victime de sa propre politique, ses pratiques que les militants ont jugées, on ne peut plus un peu rétrograde parce que le manque de la démocratie, le manque de dialogue, il prend des décisions unilatérales et il a tenté également, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le fait que Okombi a tenté de signer une alliance avec l'opposition notamment et je pense que ben voilà, il a été tout simplement évincé et pour essayer un peu de sauver le meuble et prouver qu'il est toujours du côté, il a toujours soutenu le président Denis Sassou Nguesso et comme vous le savez, tous les 10 mai de chaque année, Sassou Nguesso dépose donc la gerbe de fleurs sur la tombe de sa maman et pourquoi pas de toute sa famille, notamment sa fille aînée et de son frère. Et comme vous le savez, c'est une tradition. Tout le gouvernement, les membres du Sénat, de l'Assemblée nationale, se déplacent toujours pour accompagner le président Denis Sassou Nguesso. Et finalement, il s'est profité pour aller continuer à prouver à Sassou Nguesso qu'il est toujours à ses côtés. Mais cette fois-ci, il a été mis à l'écart. Il a tenté forcer la main pour saluer Denis Sassou Nguesso. Il n'a pas eu la possibilité. Les ambassadeurs se sont dit qu'il était persona non grata du côté d'Oyo au bord de la Lima. Et puis voilà, donc il a été une fois de plus humilié après avoir été évincé de son parti politique. Voilà, vous pensez que ces rapprochements avec l'opposition visaient avait des intentions, j'allais dire, personnelles, ou qu'il le faisait, ou il a voulu le faire dans le cadre même général de la paix, de la réconciliation nationale? Non, mais vous savez, aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode en Afrique, c'est pas seulement au Congo-Brazzaville. Lorsque vous êtes au gouvernement et quand vous quittez le gouvernement, et finalement, on se retrouve facilement dans l'opposition lorsqu'on n'a plus des privilèges. Vous l'avez vu, le cas du RDD, Jean-Jacques Yombi Opango l'a fait autant. Il voulait des postes au gouvernement, il n'a pas eu. Il voulait briguer le poste, le siège de Wando, donc siéger à l'Assemblée nationale. Et le PCT a positionné son candidat. Il n'a pas apprécié le résultat de course. C'est qu'il a claqué la porte à la majorité. Il a signé son alliance avec l'opposition, Tsatsi Mabiala, récemment au siège de l'UPADES à Diata. Donc, lui également, il a beaucoup attendu. Certainement, il n'a pas vu la chose venir. Il s'est dit, ben, écoutez, peut-être c'est ça le chantage pour dire, ben, écoutez, puisqu'on ne m'utilise plus, je n'ai plus de privilèges, bon, je m'associe à l'opposition pour me faire utile, pour certainement faire des clins d'œil au régime de Brazzaville. Mais je pense qu'il a mal fait ses calculs et c'est pas bon d'avoir toujours, d'être à califourchon, de ne pas être fixe. Je pense que c'est ça le défaut des hommes politiques africains sino-congolais. Oui. Il faut défendre son camp, même lorsqu'on n'a pas une place au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Ce qui compte d'abord, ce sont les idées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a perdu son portefeuille et qu'on va se glisser doucement du côté de l'opposition. Et quelle opposition, Jean Lévis? Ça, il faut aussi le souligner. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition au Congo, telle est la question. Est-ce que c'est une opposition fabriquée qui fait le jeu du pouvoir? Telle est la question. Mais à mon avis, je pense que, comme on le dit, qui fait son lit se couche. Voilà, avant de partir, je vous laisse je vais vous faire découvrir un membre de la diaspora qui pourra certainement, Georges Goma, qui nous arrive aujourd'hui et qui… Alors, Georges, je crois que vous êtes là, qui va réagir sur la question. Georges, vous voudrez bien enmuter votre micro. Je rappelle que nous sommes aux gens de la communauté et que nous avons Georges Goma sur le plateau. Georges, est-ce que vous m'écoutez? Vous devez enmuter votre micro, Georges Goma. Nous avons quelques problèmes avec Georges. Georges, vous devez enmuter votre micro, s'il vous plaît. Nous sommes aux gens de la communauté avec… voilà, Georges, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, parfaitement bien. Voilà, vous avez… Donc, Jarel, vous avez Georges Goma du Canada, qui est titulaire d'un doctorat, donc il est professeur de sociologie, il faut le rappeler. Et Georges, vous avez en face de vous M. Jarel Sika, qui est directeur de publication des Échos de Brazzaville. Alors, nous parlons ici de l'éviction de M. Pona Ekolo, donc on appelle affectueusement Pona Ekolo, Elvis Digne Salisson.
Georges. Oui, oui. Ben, écoutez, vous savez, le régime de Brazzaville dispose de toute la machine politique au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, depuis 1997, est presque seul physiquement sur la scène politique. Il est seul constitutionnellement, il est seul institutionnellement, il est seul sur tous les plans. Il n'y a pas d'institution au Congo-Brazzaville digne de ce nom. La raison pour laquelle il voulait faire changer des choses, c'était pour faire avancer les institutions. Mais à un certain moment, je pense quand même que ce régime-là doit évaluer quand même la portée de son action politique jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'opposition congolaise, ben, il n'y a pas d'opposition au Congo-Brazzaville. M. Denis Sassou Nguesso se taille une opposition à sa mesure, qu'il manipule comme il veut. La vraie opposition est atone, ou bien la pousser dans ses moindres retranchements. Donc, M. Okombi Salissa, qu'il ne soit plus en odeur de sainteté, ben cela dépend tout simplement de la façon dont le grand Manitou gère, n'est-ce pas, sa ressource humaine. Donc, voilà, c'est clair et net là-dessus. Je ne sais pas ce que je peux rajouter là-dessus. C'est suffisant. Alors, merci donc, Jarel, d'être venu à ce journal de la communauté. On espère bien vous retrouver dans les tout prochains jours, Jarel. Merci beaucoup, Jean-Lévis. C'est avec plaisir. Voilà, bye. Voilà, nous avons donc sur ce plateau donc Jarel qui va donc se retirer et Georges Goma qui nous arrive du Canada. Georges Goma qui est membre de la famille Mbiki, dont les obsèques vont se dérouler dans quelques jours. Merci Georges Goma d'avoir accepté cette invitation pour faire le point de ces préparatifs. Alors, vous étiez sur Facebook l'autre jour, Georges Goma, vous avez déjà donné à tous les internautes le programme d'inhumation de notre frère Mbiki dès Nani Telamio. Je découvre que vous avez même mis tous les noms. Donc, Mbiki, on l'appelait Charles Adolphe Mbiki dès Nani Telamio. Voilà. Absolument. Voilà, professeur de mathématiques, président du RPR, membre du Parti libéral du Québec, décédé le 2 mai 2019 et qui sera inhumé le 18 mai au cimetière de Saint-Charles. Première question, sera-t-il réellement inhumé ici? Donc, au Québec, John Lewis, merci de me recevoir à cette tribune. Je suis bien enchanté. Bon, vous avez dit Georges Goma, membre de la famille Mbiki. Il faut préciser les choses. Non, ami, j'allais dire. Ah d'accord, ok. Ami. D'emblée, je vais faire apporter ces lumières, cette clarté, pour qu'il n'y ait pas des ambiguïtés. Vous savez qu'une personne de la carrure de Mbiki de Nani Telamio décède, évidemment, il peut y avoir beaucoup de malentendus. Monsieur Mbiki a sa famille d'origine, ici au Canada, et M. Mbiki a aussi sa famille au Congo-Brazzaville. Nous faisons partie de la famille politique de M. Mbiki de Nani Telamio, puisque nous sommes engagés avec M. Mbiki de Nani Telamio dans un même combat. Donc, il y a des choses qui relèvent de la famille, mais il y a aussi des choses qui relèvent, n'est-ce pas, de cette famille politique, de cette communauté politique que nous partageons avec M. Mbiki de Nani Telamio. Alors, oui, les choses sont désormais très claires parce que la famille d'origine de M. Mbiki de Nani Telamio a fini par prendre une décision. La décision est d'inhumer M. Mbiki de Nani Telamio ici, au Canada et au Québec. Et donc, M. Mbiki sera porté en terre le samedi prochain, samedi 18 du mois courant. Voilà la réponse à cette question, John Lewis. Voilà la suite. Donc, nous parlons maintenant des préparatifs comme tels. Comment s'est organisée la communauté congolaise du Québec pour procéder, justement, aider la famille à inhumer ce corps? Ben oui, bon, déjà, la communauté congolaise ici à Québec est très présente autour de la famille de M. Mbiki de Nani Telamio. Il y a des veillées, depuis le décès d'ailleurs, tous les soirs, il y a des gens qui se relaient auprès de la famille de M. Mbiki, à la résidence de M. Mbiki. C'est déjà un soutien
humain en tant que tel, et la famille en a besoin. Après une mort aussi brusque, vous savez très bien qu'on a porté aussi à la connaissance de la communauté le caractère brusque, n'est-ce pas, de ce décès qui était inattendu. Donc, ça bouleverse la famille et ça a bouleversé tout le monde. Donc, la communauté est présente. Maintenant, dans l'organisation aussi qui a abouti maintenant à la programmation, n'est-ce pas, de ces obsèques, aujourd'hui, samedi, donc le 11, il y aura une veillée, une grande veillée au domicile de M. Mbiki, où tous les membres de la communauté sont invités. Tous les membres de la communauté sont invités. Et puis, pour les obsèques en tant que telles vont commencer le vendredi prochain. Je pense que beaucoup sont ceux qui ont pu lire, n'est-ce pas, la programmation de ces obsèques. S'il m'était donné, n'est-ce pas, de rappeler un peu à tout le monde cette programmation. Donc, aujourd'hui, samedi 11, il y a une veillée funéraire officielle qui se tiendra au domicile de M. Mbiki de Nanitélamio. Et le vendredi prochain, le 17 mai 2019, il y aura une première exposition de la dépouille de M. Mbiki de Nanitélamio. Et le lieu est bien indiqué au complexe funéraire Silvio Marceau, 224 rue Saint-Vallier, Ouest à Québec, pour ceux qui connaissent Québec, mais pour ceux qui viennent d'ailleurs, évidemment, toutes les indications leur seront données. Et donc, cette exposition du corps aura lieu de 18h à 21h. Alors, ça va se continuer le samedi, le 18 mai 2019, une fois de plus avec l'exposition du corps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront de très, très, très loin. Et donc, l'opportunité leur sera donnée le samedi 18 aussi, de 12h à 13h, une heure d'exposition de la dépouille mortuaire de M. Mbiki de Nanitélamio, au même endroit, bien entendu. Et s'en suivra la messe. À 14h, il y aura une messe célébrée en l'église Saint-Roch, au 590 de la rue Saint-Joseph-Est, dans toujours la ville de Québec. Alors, donc, après seulement cette messe, nous irons porter M. Mbiki de Nanitélamio en terre au cimetière Saint-Charles, toujours ici à Québec, au 1660 du boulevard Wilfrid Hamel. Et après, évidemment, il y aura un bain de consolation dans un lieu qui reste à déterminer, qu'on apportera, n'est-ce pas, à la connaissance de tout le monde, et certainement aussi une veillée qui va se continuer jusqu'à un peu plus tard. Voilà à peu près le programme des obsèques de M. Mbiki. Voilà, merci Georges Goma. Je rappelle que Georges Goma est membre. Nous avons quelques problèmes de vidéo avec le Canada. Georges, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, vous, ou pas? Oui, on ne vous voit pas, mais on peut voir votre nom. Mais toutes nos excuses, chers amis. Alors, Georges, donc, vous avez donc installé là-bas un quartier général. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Est-ce que comment les choses se passent en dehors du fait que vous avez un site déjà, un lien où les gens peuvent faire des contributions? Oui, il y a un site, évidemment. Les gens pourront aller voir donc, sur nos pages Facebook. Il suffit simplement d'appuyer sur le lien. Appuyez sur le lien et puis tout naturellement, vous serez porté. C'est très facile, hein, la manipulation est très, très, très facile. Et vous serez porté parce que, évidemment, quand il y a des situations comme ça qui se posent, notre tradition africaine, évidemment, c'est d'inviter les uns et les autres à la solidarité. Hein, à la solidarité. Et donc, suivez juste le lien. Je pense que la famille de M. Mbiki de Nanitélamio sera bien heureuse
que la communauté lui vienne en aide, parce que figurez-vous que c'est des dépenses énormes. La mort coûte cher. La mort coûte cher ici en Occident, et donc nous appelons des bonnes volontés à venir en aide à la famille. Voilà, merci donc Georges Goma. Je rappelle que nous avons Georges Goma, membre de la communauté congolaise du Québec. Nous aurons au cours de ce journal, le magazine, la participation également de Charles Alexandre qui est déjà en poste. Donc Charles Alexandre qui nous parle d'une réunion des sages du Nord là-bas, réunion tenue à Oyo. Voilà, information intéressante. Charles Alexandre que vous pouvez voir sur cet écran. Merci donc Georges Goma de toutes ces informations sur l'inhumation, donc les préparatifs relatifs à l'inhumation de notre frère Mbeki dès Nanité Lamieux. Charles Alexandre, tu voudras bien, voilà, en muter ton micro. Nous aurons également au cours de ce journal Albert Lombo qui parlera donc de l'UPADS, notamment de la décision des ressortissants de l'UPADS États-Unis donc Georges est parti. Donc Albert Lombo viendra nous parler de l'UPADS États-Unis qui a été créé il y a 3 jours. Vous aurez également notre ami Bernard Pongui qui interviendra sur les rapports, donc l'accord supposé entre le FMI et le Congo-Brazzaville. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur ce Gilles Lewis, non pas Gilles Lewis Live, sur ce journal de la communauté. Alors, salut à vous, Charles Alexandre, et bienvenue sur la radio de la communauté. Salut, John Lewis. Voilà, vous avez donc Charles Alexandre depuis la France. Alors, Charles, nous avons, à travers votre Facebook, constaté que vous avez publié une information, somme toute intéressante, sur les tentatives de recherche de la paix dans le nord du pays. Alors, la paix, on ne la recherche pas simplement au sud. Vous parlez des sages d'Oyo et de Lombo, donc ils se sont retrouvés et un procès verbal a été dressé. Dans ce procès verbal, on croit qu'il faut promouvoir la paix entre les fils d'Oyo et ceux d'Olombo. Et vous avez également le problème de la libération des prisonniers politiques. Mokoko et Okobi sont cités dans ce procès verbal. Alors, d'abord, première question, est-ce que ce document vous paraît authentique? J'ai un peu de doute. J'ai un peu de doute sur l'authenticité de ce document, mais le malaise est vrai. Entre Olombo, Oyo et Edou, il y a un malaise énorme. Et la situation est très grave entre ces 3 villes. Et si ça explose, ça va exploser d'abord entre Oyo et Oyo. Alors, je viens de recevoir un appel tout à l'heure de quelqu'un de bien placé, quelqu'un de bien informé qui me dit que le Nord, je dis bien le Nord tout entier ne soutient plus ce monsieur-là, Sassou. Sassou a perdu pratiquement le Nord. Et ils attendent simplement qu'il y ait l'étincelle. Pourquoi ils ont perdu le Nord? Pourquoi Sassou a perdu le Nord? Parce que la ville comme Kélé, Mbama et Tumbi sont inaccessibles. Les Chinois ont tout dévasté. L'eau a été empoisonnée. L'eau de ces régions, tout a été empoisonné et les populations du Nord, Makwa et tout le reste, sont complètement aux aguets. Et ils attendent juste l'étincelle. Bon, pourquoi il y a des soucis entre Oyo et Olombo? Parce que entre ces 2 pays, pourtant c'est dans la même région, entre ces 2 villes, il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Sassou favorise beaucoup plus Oyo
que les autres villages d'à côté. Sassou a beaucoup sacrifié les jeunes d'Olombo dans la guerre du Poule que les jeunes d'Oyo. Vous voyez? Oui. Alors donc, la réunion, soi-disant, qui s'est tenue, je ne pense pas que ce soit vraiment les sages des deux coins qui se soient retrouvés. Je pense que c'est des petits voyous qui veulent essayer de régler leur compte, qui veulent essayer de manger quelque chose, mais en tout cas, la situation est hyper grave. Voilà, merci donc, Charles Alexandre, de cet éclairage. Nous allons donc essayer de voir si ce document est réellement authentique et peut-être en discuter davantage. Mais comme vous l'avez affirmé, le malaise, il est perceptible, j'allais dire. Et on retrouve donc Charles Alexandre, à moins que vous ayez un autre détail à ajouter sur la question. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre point d'actualité, Charles Alexandre. Oui, je voulais, pour ne pas te couper la parole, je voulais souligner un petit fait. Il parle d'un accord avec le FMI. C'est la question, vous n'allez pas anticiper sur le… Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a Bernard Pongui, vous pouvez rester sur le plateau avec Bernard Pongui qui est donc déjà là, il est en poste. Bernard, nous allons tenter d'ouvrir Bernard qui nous arrive donc avec… Alors Bernard Pongui, voilà, vous avez Charles Alexandre, Bernard Pongui qui vient sur la question justement de l'accord dont on parle, FMI Congo-Brazzaville. Voilà, c'était la liesse à Brazzaville. Les partisans donc, du régime ont cru devoir fêter parce qu'on parle d'un accord enfin trouvé entre le FMI et le Congo-Brazzaville. On peut lire dans les colonnes donc, de Jeune Afrique qu'effectivement cet accord a été trouvé. Alors, mais du côté de l'opposition, dont vous faites partie, Charles Alexandre, on joue, j'allais dire, à la prudence. Bernard Pongui, vous avez réalisé une vidéo il y a 2 jours sur cette question. Nous allons revenir sur cet accord et voir si réellement il a été trouvé ou en voie d'être conclu. Bernard Pongui. Ben, bonjour Jean Louis, bonjour aux auditeurs de la radio de la communauté. Bon, écoutez, Jean Louis, on le mais sait vous n'avez pas salué Alexandre là. Charles Alexandre Sanga, bonjour. Bon, voilà. Mais nous le savons, Jean Louis, il y a eu une mission du Fonds monétaire international qui s'est tournée à Brazzaville entre le 1er et le 8 mai. Et donc, à la fin, il y a eu éventuellement ce qu'ils ont appelé un accord ad référendum. Bon, ce que nous tenons à dire, un accord ad référendum, ça signifie simplement un accord qui est sous réserve, donc simplement un accord qui sera référé au conseil d'administration du FMI pour approbation. Éventuellement, on a vu Jeune Afrique, hein, ce média qui assure la propagande de la dictature en Afrique, venir avec un titre phare que Sassou a eu à signer son contrat. Et comme vous l'avez su le dire, dans les rouages du PCT et d'Oyo, les gens se sont mis à trinquer du champagne, célébrant leur victoire. Mais en réalité, comme on le dit, il n'y a pas eu accord. C'est ce que nous voulons réitérer encore au peuple congolais. Il n'y a pas eu accord. Nous le savons, ça fait partie des protocoles du Fonds monétaire international. Toutefois qu'il y a une mission du Fonds monétaire international dans un pays, cette fin de mission est sanctionnée par un communiqué de presse. Hein. Et donc, ici, il s'agit d'un communiqué de presse numéro 19/154. Et donc, c'est le communiqué de presse tenu par monsieur Sédoura Obiengo, qui est le représentant, donc le chef de mission du Fonds monétaire international qui s'était rendu donc à Brazzaville. Mais nous le savons, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la situation du Congo, la dette du Congo est gérée en réalité par 3 grandes parties. Il y a ce que nous appelons la CIN, hein, qui détenait les 1/3 de la dette du Congo. Il y a aussi les autres traders, ce que nous appelons ici les autres créanciers, parmi lesquels il y a des traders comme Trafigura, il y a Glencore, il y a aussi d'autres personnes, hein, d'autres organes financiers. Vous voyez? Mais si la Chine, hein, détient 1/3 de la dette du Congo, ça veut seulement dire que si Sassou est allé
signé un accord avec les Chinois, bien sûr en bradant les forêts du Congo, en bradant les mines, le pétrole, en bradant les infrastructures pendant une période indéterminée que personne ne connaît. Hein? Mais si déjà Sassou a déjà bradé une grande partie du Congo, mais qu'est-ce que Sassou va donc brader auprès des traders, auprès des autres créanciers qui détiennent les 2/3 de la dette du Congo? Vous voyez? Donc, si le Fonds monétaire international arrive à prendre sa décision juste simplement sur l'entente de la famille Sassou, parce qu'il faut le dire qu'il s'agit ici de la dette de Sassou, parce que même les parlementaires congolais n'ont pas été conviés à discuter sur le contenu, les contours de ce que Sassou est allé s'entendre avec les Chinois. Vous voyez, donc ça démontre encore que c'est une affaire qui se traite dans les couloirs d'Oyo, dans le clan Sassou, et donc même les parlementaires qui sont censés être les représentants du peuple n'étaient pas conviés. Donc on peut simplement dire que le peuple congolais n'est même pas informé à travers leurs parlementaires. Donc vous voyez laissez-moi terminer un peu. Je voulais donner la parole à Alexandre également. Allez-y. Voilà, donc si Sassou a bradé les 1/3, a eu une entente avec les Chinois, mais il n'a pas eu l'entente avec les 2/3, comme le dit déjà le communiqué même de presse du Fonds monétaire international, communiqué préparé par M. Segura Obiero, qui était le responsable de cette mission. Mais, M. Dino-Wiss, ce que vous ne savez pas, ce même communiqué a été encore lu par M. Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international, et ce communiqué s'est tenu aussi le 9 mai. Donc, la vidéo est là sur le site du Fonds monétaire international. Il réitère la même chose, qu'il y a eu une entente entre la mission, donc les agents du Fonds monétaire international, mais cette entente va être soumise à l'approbation au conseil d'administration. Si le conseil d'administration du FMI appuie sur cette dette, ça veut sûrement dire que Sassou aura son pactole. Mais souvenez-vous, hein, dit Loïs, que le conseil d'administration, il y a des Américains qui sont là, qui détiennent quasiment la plus grande partie des créances du Fonds monétaire international. Et il y a eu plus de 17 parlementaires, donc des membres du Congrès, les sénateurs, qui avaient rédigé au secrétaire au Trésor américain pour demander au secrétaire du Trésor américain d'utiliser tout son poids pour que le Fonds monétaire international ne puisse pas financer les pays qui se sont lourdement endettés avec des dettes chinoises. Donc vous voyez que parmi ces créanciers-là, les Américains qui détiennent la plus grosse part auront du poids. Donc, on ne peut pas se permettre ici d'essayer simplement d'aller dédouaner un homme, quand même qu'ils ont promis, hein, qu'ils vont mener la transparence dans la gestion de la Société nationale de pétrole du Congo, la transparence dans ce que nous appelons la fraude, la corruption, mais nous savons que le régime Sassou n'est pas capable de mener ces réformes-là de la transparence. La preuve en est que tous ceux qui ont pillé, qui ont volé, qui sont dans le flou, n'ont jamais été inquiétés par cette fameuse justice, la justice de Sassou Nguesso. Donc, on le dit encore que ce n'est pas Sassou qui va mener ces réformes, et nous doutions, si le Fonds monétaire international, le conseil d'administration arrive à approuver le dossier de Sassou, alors nous allons simplement dire que le FMI devient une institution qui finance les crimes de guerre, une institution qui finance la répression, une institution qui finance simplement le gangstérisme dans les États. Hein? C'est dans les États. Donc pour le moment, nous le disons encore au FMI, pas question de pouvoir donner un prêt à Sassou. Il a eu sa chance entre 2005 et 2010 par l'aide que le Fonds monétaire international avait apportée en coupant la dette du Congo à plus de 60%. Vous voyez, on a réduit la dette du Congo à plus de 60%. Il a eu toutes les chances nécessaires, mais il n'a pas pu. Ça démontre que l'homme n'a pas les potentialités, l'homme est incompétent, l'homme n'a pas le caractère de gestionnaire, l'homme n'a pas le caractère de la transparence. Donc, il va falloir qu'on donne la chance à d'autres Congolais pour emmener le pays vers de nouvelles réformes. Voilà, merci Albert Lombo. Charles Alexandre, merci Bernard pour toutes mes excuses. Albert Lombo sera mon prochain invité donc sur cette tribune. Alors, Charles Alexandre, la position de Bernard Pongui est véritablement celle d'un opposant. Mais objectivement, quand ce communiqué est publié, est-ce que
ces émissaires du FMI n'ont pas par devers eux d'autres documents qui sous-tendent ou soutiennent et qu'ils vont présenter au conseil d'administration et motiver leur décision. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que dans l'intervalle, le gouvernement congolais finalement a fait un miracle pour évacuer toutes les conditionnalités, parce qu'on sait qu'il y a des choses, Bernard venait d'en parler, des choses qu'on avait exigées au Congo. Est-ce que ces choses-là ont été faites pour que finalement le gouvernement congolais soit si objectif, non, pas optimiste, j'allais dire, sur la conclusion d'un éventuel accord? Bernard, la question se pose à vous, vous pourrez répondre après. Oui, Jean Lewis, pour parler d'un accord avec le Front National, le FMI, pour parler d'un accord avec le FMI, il faut d'abord qu'on nous publie la liste des conditionnalités, comme tu dis. Il faut qu'on nous donne l'échelonnement de la dette avec la Chine. Est-ce qu'il y a eu un échéancier qui a été publié pour qu'on prenne en considération la présentation du dossier au FMI? Le FMI ne va pas donner l'argent comme ça. Il faut bien qu'il y ait un document publié qui a été signé avec la Chine. Mais ce document, on ne l'a pas vu. L'échelonnement de la dette avec la Chine, on ne nous publie pas ce document. Ils sont en train de faire la fête. Ils ont dû obtenir une petite promesse verbale. Mais si la promesse est écrite, on sait comment ils agissent, les gens du pouvoir de Sassou. Quand il y a quelque chose d'écrit, quand il y a quelque chose qui est en leur faveur, ils publient tout de suite pour montrer qu'ils sont au pouvoir et qu'ils travaillent. Mais on ne nous a rien publié. Moi, il me faut l'échelonnement de la dette avec la Chine. Non. Mais Jean Lewis, est-ce que je peux compléter Charles-Alexandre Sanga? Oui, bien sûr, oui. Allez-y Bernard, allez-y. Bon, mais vous le savez, hein, Sassou a joué avec ses partenaires qui essaient de l'aider à essayer de contourner le Fonds monétaire international. Qu'est-ce que Sassou a présenté? Sassou a dit au Fonds monétaire international que dans les jours qui vont suivre, nous allons transmettre tout le contenu du deal que nous avons fait avec les Chinois au Parlement du Congo. Donc, vous voyez que c'est du charrue avant les bœufs. Vous voyez? Parce que, comme vous le comprenez, on ne peut pas se permettre de brader toute une nation sans pourtant que les parlementaires du Congo puissent s'asseoir, débattre sur les conditions, les modalités, s'il faut brader le pays ou non. Vous voyez? Mais Sassou se décide d'aller le faire seul en Chine avec sa famille et il dit au Fonds monétaire international, dans les jours qui vont venir, nous allons parvenir ce dossier au Parlement. Mais il y a une chose aussi que vous devez savoir. Le Parlement est constitué de qui? Tous les députés du régime dans le Parlement de Sassou sont des députés nommés par Sassou. Donc, à qui? À la cause du pouvoir en place. Donc, forcément, il faut sauver le pouvoir. Donc, vous voyez que les parlementaires, là, à la fin, il y a un petit groupe qui va venir faire une déclaration pour dire nous adoptons tout le contrat que Sassou Nguesso est allé signer avec les Chinois. Vous voyez? Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, Sassou dit encore au Fonds monétaire international, bon, écoutez, nous sommes sur la bonne voie de continuer à mener des négociations avec les autres traders, donc Glencore, Trafigura, les autres créanciers. Et là encore, Sassou a été aidé par ses conseillers financiers, des gens comme des Dominique Strauss-Kahn. En réalité, nous connaissons tous que dans les jours passés, il y a déjà eu une menace de ces traders-là au niveau des services judiciaires pour poursuivre le régime de Sassou. Donc, vous voyez qu'on est en train d'embrouiller le Fonds monétaire international, on est en train d'embrouiller le peuple congolais et la communauté internationale. Mais là encore, il faut craindre les pots de vin. C'est-à-dire que cette mission du Fonds monétaire international, nous craignons qu'il y ait des gens qui ont reçu leur commission, comme à l'époque de Yaya Moussa. Nous savons tous l'époque de Yaya Moussa, ce qui s'est passé. Nous craignons qu'il y ait une magouille, que les grands financiers se tapent l'argent derrière le dos du peuple congolais, tout en sachant que
le régime de Sassou n'est pas capable de mettre en place une véritable organisation de lutte contre la fraude et la corruption. C'est totalement impossible. La preuve en est que les gens qui ont mené le pays dans ce bourbier économique sont toujours en liberté. Jean-Jacques Bouya, qui est toujours dans l'équipe de Sassou, vous avez Denis Christel qui fait partie de l'équipe, vous avez les Ondongo, les Galis Gandongo, mais ils sont nombreux ces gens-là. Donc vous voyez que les conditions qu'on nous fait miroiter que c'était conditionné par un aménagement de la dette avec la Chine ne peut pas être la condition sine qua non pour permettre au Conseil le conseil d'administration du Fonds monétaire international d'approuver le dossier de Sassou. Bon, là encore, M. Dinowis, il faut comprendre que le conseil d'administration du Fonds monétaire international doit aussi se référer sur le rapport qui venait d'être publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, vous voyez, et qui explique en réalité les violations graves, les abus graves de droits de l'homme qui sont en cours par le régime Sassou. Donc vous voyez que ces créanciers-là, ils ont quelque part une certaine moralité envers les États qu'ils veulent apporter leur argent. Donc on le dit encore que nous en sommes convaincus que le conseil d'administration ne va pas se permettre, puisque Sassou a déjà bradé une grande partie des richesses du Congo avec la Chine, pendant combien d'années, c'est totalement inconnu. Et nous en sommes convaincus que le Fonds monétaire international doit hésiter pour dire que si je donne de l'argent à Sassou, mais comment Sassou va faire pour nous rembourser? Puisque déjà tout est bradé, tout le pétrole et le gaz est bradé aux Chinois. Donc vous voyez que ça pose encore un problème. Et nous demandons au Fonds monétaire international d'être avec le peuple, de sauver la nation, de sauver le peuple, non de sauver un clan, un régime, un système. Voilà, nous allons donc terminer par là. Cher Alexandre, alors, qu'allez-vous faire concrètement? Est-ce que vous pensez que l'appel de Bernard Pongui a été entendu? Et encore que si cet accord est trouvé, c'est pour, n'est-ce pas, pour le bien du pays, Charles Alexandre? Concrètement, qu'allez-vous faire pour demander ou bloquer la conclusion de cet accord qui, à mon entendement, pourrait éventuellement être trouvé? Si cet accord est trouvé, je pense que ce n'est pas pour le bien du pays. Comme dit Bernard Pongui, c'est pour sauver le pouvoir de Sassou. Parce que si on étale l'aide du Fonds monétaire international sur plus de 50 ans, mais la bande à Sassou ne seront plus, ils ne seront plus là. Et qui est-ce qui va supporter cette dette? Ce sont les générations à venir qui vont supporter cette dette. Et avec quoi ils pourront payer cet argent à partir du moment où tout est dévasté au Congo? Le pétrole ne va plus exister. Même s'il existe, il ne servira plus à rien. Les forêts sont complètement dévastées. Il faut laisser le temps aux forêts de repousser. Dans le Nord, les Chinois ont tout pris. Avec quoi on pourra payer cet argent au Fonds monétaire international? L'accord peut être trouvé, sûrement, mais c'est simplement pour sauver le pouvoir de Sassou, mais pas pour autre chose. Voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, la prudence est de mise. La prudence est de mise. Bernard Pongui, concrètement, qu'allez-vous faire? Bon, mais écoutez, sur le terrain, j'entends. Mais écoutez, Dinowis, c'est ce que nous avons toujours dit, que le peuple congolais doit continuer à mener la pression, c'est-à-dire avec ses institutions. Nous savons que nous faisons face à des prédateurs économiques. Dans ces prédateurs économiques, il y a aussi des gens qui sont derrière les commissions au niveau même de ces grandes organisations comme le Fonds monétaire international. Nous l'avons vu en 2010, comme ils l'ont fait. Ils sont venus dédouaner Sassou Denis entre 2005 et 2010. Éventuellement, en effaçant la dette du Congo, qui est quasiment partie de plus de 119% du PIB du Congo, la dette a été diminuée à plus de 33% du PIB congolais. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres qui parlent. Et vous ne pouvez pas continuer à sauver un homme parce que cet homme-là est seulement l'ami d'un système qu'on appelle le système France-Afrique. Non, le Congo
ne se résume pas à la famille Sassou, le Congo ne se résume pas à l'individu Sassou, il y a aussi des Congolais compétents, capables de pouvoir emmener le pays, diriger ce pays, sainement, sainement diriger ce pays, et éventuellement à pouvoir encourager les réformes économiques au Congo, tout en apportant, vous voyez, la véritable transparence, comme le demande le Fonds monétaire international. Mais Sassou ne peut pas, c'est totalement impossible. Sassou ne peut pas. Donc nous allons continuer à mener les pressions et éventuellement, comme nous sommes en train de le dire, le peuple congolais dans son ensemble ne reconnaîtra pas toute dette que Sassou va aller contracter, que si le Fonds monétaire international donne de l'argent à Sassou, le Fonds monétaire international doit le savoir qu'on le donne à l'individu Sassou, à la famille Sassou. C'est un cadeau de Noël qu'on va donner à Sassou. Ce n'est pas au peuple congolais qu'on va donner ce cadeau. Donc on le dit au peuple congolais, on se mobilise, on continue la résistance, on continue de mener la pression et on va voir là où ça va nous emmener. Voilà. Voilà, donc c'est la fin donc, de cette édition. Nous avons eu quelques problèmes avec Albert Lombo qui reviendra donc, qui sera sur cette antenne dans quelques minutes. Le temps de faire quelques ajustements techniques. J'avais sur ce plateau au cours de cette édition magazine du journal La Communauté, Monsieur Jacques Jarel Sika, directeur de publication des Échos de Brazzaville. Nous avons également eu Georges Goma qui est venu parler de l'inhumation donc des obsèques de notre frère Mbiki Denenite Lamio. Nous avions Charles Alexandre qui a évoqué la question d'une réunion des sages d'Olombo et d'Oyo et pour laquelle ces sages croient qu'il faut libérer les prisonniers politiques dont Moukoko et Okombi Salissal. Nous avons également parlé du FMI avec pour inviter M. Bernard Pongui, résistant du Canada. Avec Bernard, nous abordons la question même de cet accord, la problématique de la question de savoir, j'allais dire, si réellement l'accord a été trouvé. Au niveau du PCT, on l'a dit, c'est la liesse générale, mais l'opposition croit donc à la prudence et demande à ses militants d'éviter des jugements hâtifs. Alors, merci donc Bernard Pongui d'être venu à ce journal et je crois vous retrouver, Bernard, certainement dans les tout prochains jours, Bernard. En tout cas, dimanche, je serai en ligne pour expliquer encore au peuple congolais, pièce par pièce, ligne par ligne, le communiqué du FMI. Voilà. Voilà, donc merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. C'était le journal de la communauté, mais je vous informe que Albert Lombo arrive dans quelques minutes. Avec Albert, nous parlons de la création de l'UPADS, États-Unis. Vous savez que Albert Lombo a publié une déclaration dans laquelle il conteste donc leur tutelle de Brazzaville, dirigée par le premier secrétaire Pascal Tsati Mabiala. Encore une fois, bonne journée à toi, Bernard Pongui, membre de la communauté congolaise du Canada. Merci à vous aussi. Au revoir.